Lorsque nous avions eu, lors de peut-être une de nos premières émissions, on avait eu Jean-Marc Léger qui était avec nous. Jean-Marc Léger, je vous le rappelle, c'est le fondateur de l'Institut de sondage Léger, qui est un des plus grands instituts de sondage en Amérique du Nord, qui travaille des quotidiens, pour des médias nord-américains et américains sur ces questions électorales. Il y a un gros sondage Léger qui devrait arriver prochainement, évidemment. Jean-Marc viendra nous le commenter comme il ne le fera nulle part ailleurs parce qu'on va prendre le temps d'aller dans tous ces chiffres-là. Jean-Marc, vous disiez non mais les sondages, c'est juste un point. C'est en gros ce que je suis en train de vous dire, hein. Il y a toutes ces autres, il y a tous ces chiffres importants. Il y a aussi le nombre de personnes qui va taper aux portes, le nombre de volontaires, l'enthousiasme des volontaires. Ce sont que des points sur Kamala Harris est en avance aussi. Et donc, Jean-Marc vous dit, non, il y a un point qui est vraiment important, c'est follow the money. Suivez l'argent. C'est de voir où part l'argent. Et justement, à 14 jours de l'élection, on a une meilleure idée de qui est en avance aujourd'hui en termes d'argent. Et vous allez voir, en fait, il n'y a pas photo. Thomas, tu peux nous montrer ce premier schéma qui a été fait par le New York Times, si je m'en souviens bien, ou le Washington Post, un des deux, voilà celui-là, qui est donc pour vous montrer où est Kamala Harris aujourd'hui. Donc ce sont les montants officiels, hein, pas la campagne a dit que, hein, c'est les montants officiels qui ont été publiés par les campagnes. Et vous avez le comparatif entre 2020 et 2020 et 2024. En 2020, vous vous rendez compte, c'est les pointillés, que Joe Biden et Donald Trump avait pris énormément d'avance et que Joe Biden avait réussi à la rattraper et que sur la fin, les deux campagnes avaient disposé d'à peu près le même argent. Le follow the money vous montrait que ça allait être une campagne serrée. Là, on voit que du côté de la campagne de Kamala Harris, la progression est historique. Il n'y a jamais eu autant de dons versés à une campagne. Donc, on est à plus de 1,5 million. On approche les 2 milliards de dollars versés à Kamala Harris. En 3 mois, c'est historique. Et ce qu'on voit derrière, c'est Donald Trump qui est loin derrière. Il n'a pas encore franchi la barre des 1 milliard et donc il ne va pas rattraper son retard. Donc si vous voulez, de manière très simple, vous basez sur follow the money. Le follow the money, il n'est pas favorable à Donald Trump. Et dans la réalité, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. On va voir ce deuxième et vous allez vite comprendre ce deuxième graphique qui compare Trump en 2016, en 2020 et en 2024. En gris, ce sont les dons d'électeurs de moins de 200 dollars. Et en orange, ce sont les dons faits à la campagne de la part de personnes qui sont extrêmement riches, comme des Elon Musk, donc de au moins 1 million de dollars. On se rend compte qu'en 2016, la victoire de Donald Trump était propulsée par des dons individuels, que les grands argentiers de la politique américaine ne croyaient pas à la candidature de Donald Trump et donc avaient donné que 35 millions de dollars à sa campagne. C'était très peu. Mais par contre, les dons de petits électeurs, ça représentait 179 millions. On voit qu'en 2020, évidemment, il est président sortant, donc du coup, les grands électeurs, les grands argentiers du Parti républicain l'ont choisi comme candidat, 166 millions, mais que par contre, en 2020, il y avait un élan populaire toujours parmi les électeurs MAGA. Hein, on était passé de 179 à 476 millions de dollars. Et là, peut-être parce que aussi, à force de taper les gens en permanence en leur disant envoyez-nous de l'argent, envoyez-nous de l'argent, envoyez-nous de l'argent, bah, résultat, en 2024, même si c'est une somme importante, attention, soyons clairs,
il retombe à 250 millions, 260 millions de dollars de ces petits contributeurs à sa campagne. Et on voit que par contre, les grands milliardaires comme Musk, donc ça permet aussi, c'est un angle d'attaque de la part des démocrates, de dire que regardez, Donald Trump est aux ordres des milliardaires américains, parce que c'est une réalité, sa campagne. Hein, sur ces 700, c'est presque 800 millions de dollars qu'il a réussi. Hein, quand on retourne au schéma précédent, les 500 milliards qu'il a ramassés, donc non seulement il est en retard, mais en plus de ça, sur ces 800 milliards, 800 millions, excusez-moi, au total, il y en a 500 qui viennent de milliardaires américains, dont 250, donc la moitié des 500 millions, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes, dont Elon Musk. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on va comparer avec Kamala Harris, qui a collecté énormément d'argent. Et donc, c'est un phénomène qui, avant de rentrer dans ces pourcentages de petits dons, de grands dons, etc., on va se rendre compte que c'est un phénomène qui continue. Au mois de septembre, hein, on arrive vraiment en termes de collecte de dons, crunch time. Au mois de septembre, c'est où on paye en avance les spots, les réservations pour les spots publicitaires du mois d'octobre, novembre. C'est vraiment le moment où vous avez besoin d'argent. En septembre, Donald Trump a collecté 63 millions de dollars. 63 millions de dollars. Follow the money. Pourquoi? Parce que sur la même période, le même calendrier, Kamala Harris a levé 222 millions de dollars. 222 millions contre 63. Et donc, lorsqu'on cumule cet argent qui a été rentré par les campagnes et par la campagne et par les groupes qui sont proches d'eux, donc les PAC, etc., on se rend compte qu'au mois de septembre, Kamala Harris, c'est 360 millions de dollars pour 160 millions pour Donald Trump. Donc même avec l'aide, hein, et c'est 100 millions de plus que l'argent donné par ces petits électeurs, que même avec l'aide des milliardaires, il y a une différence de 200 millions de dollars. Et quand on rentre dans ces chiffres-là, on se rend compte que du côté de Donald Trump, environ un tiers des dons qu'il a reçus en septembre sont des dons en dessous de 200 dollars. Donc, il a moins de un tiers de l'argent qu'il reçoit qui sont des électeurs. Alors que du côté de Kamala Harris, on est près à 70%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde la campagne sur ce dernier semestre ce dernier trimestre qui va, on va dire, jusqu'au 15 octobre, Donald Trump a reçu 1,4 million. Retenez que ce chiffre-là, je sais qu'il y en a beaucoup, 1,4 million de dons de moins de 200 dollars. Il y a 1,4 million d'Américains qui lui ont envoyé de l'argent, moins de 200 dollars. Sur la même période, Kamala Harris en a eu 5 millions. 5 millions d'Américains contre 1,4 million qui ont envoyé de l'argent à Kamala Harris ces dernières semaines à un moment qui est extrêmement clé. Donc si on regarde ce fondamental, hein, parce qu'on est si on est dans les fondamentaux, si on regarde les fondamentaux, on se rend compte que ce facteur de follow the money, sans aucune ambiguïté possible, sans aucune question d'interprétation en disant « ouais, finalement, c'est pas vraiment important, c'est une différence de 10%, de 15%, de 20%. » Non, on se rend compte que très clairement, l'argent, les dons individuels avantagent énormément Kamala Harris et c'est aussi
un des vecteurs. Et lorsque vous avez le patron de 538 qui écrit, moi j'aurais préféré que ça soit la une de son site, peut-être ça aurait un petit peu calmé beaucoup de monde, mais lorsqu'il explique que dans les fondamentaux, elle a 3 points d'avance actuellement Kamala Harris. Donc, vous voyez, c'est un tweet qui a 2 jours. C'est un tweet qui a 2 jours. Vous pouvez aller vérifier son authenticité. C'est G. Elliott Morris, c'est le patron de 538. Elle a 3 points d'avance. Ben justement, ce sont le genre d'éléments, comme nous dans le baromètre de la chute, qu'il incorpore. Donc, côté argent, il n'y a aucun doute. Et côté argent, il n'y a aucun doute, il y a un autre aspect qui est intéressant dans cet aspect argent. Un autre élément qui est utilisé, une autre réalité qui est au niveau de ce que fait le Dow Jones. Le Dow Jones, l'évolution de ce qu'on appelle donc le year to date, donc les retours aux investisseurs, des investisseurs year to date, c'est-à-dire de octobre à octobre, il y a un pourcentage et on peut prendre ce pourcentage avec un taux de certitude à 97%. Regardez ce chiffre-là, qui est un sorte d'indicateur économique, et se dire qui va gagner l'élection américaine. Je sais, ça paraît complexe comme ça, ou complètement faux, ou complètement fou, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, les économistes qui regardent au niveau du Dow Jones, Thomas en a l'illustration, il me semble, donc de cette corrélation entre le Dow Jones et les chances de gagner, en disant que c'est quelque chose qui, lorsqu'on le met à l'épreuve de toutes les élections depuis les années 30, c'est un facteur qui est bon à 97% des fois. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une probabilité de 72% de victoire pour Kamala Harris. 72% si on se fie aux facteurs économiques. En mai, le candidat, et ça vous montre aussi l'évolution de la situation économique américaine, en utilisant le même calcul, le candidat démocrate, à l'époque c'était Biden, avait 58% de chances de gagner. 58% de chance, c'est quasiment une égalité. En août, lorsque Kamala Harris s'est présentée et que l'économie américaine s'est encore améliorée et que les performances du Dow Jones year to date ont été encore meilleures, elle est montée à 64%. Au 15 octobre, la bourse américaine lui donne 72% de chance de gagner. Follow the money. À tout de suite. J'ai encore un dernier élément à vous donner, si vous en avez la patience et l'envie. Encore un dernier élément. Je sais que c'était une émission qui prenait du temps, mais voilà, j'avais prévu de faire une émission que sur ça. Et puis, il y a eu Rudy Giuliani. Je ne me voyais pas ne pas passer à côté de Rudy Giuliani. Il y a donc un dernier élément à garder dans votre réflexion qui me permet de dire, comme je l'ai écrit, comme je vous le dis, émission après émission, c'est que nous sommes dans une campagne qui n'a pas vraiment évolué depuis la fin du mois d'août, où Kamala Harris est en tête au niveau national, que les fondamentaux lui sont favorables. Il y a un autre élément, évidemment, c'est le early vote. On va revoir la carte où nous en sommes aujourd'hui avec ces presque 20 millions. On devrait franchir la barre des 20 millions d'Américains qui ont déjà voté. Je vous dis qu'il faut être prudent lorsqu'on prend ces éléments. Mais je peux vous dire aussi que pour l'instant, des premiers chiffres qui arrivent, la campagne de Kamala Harris est assez confiante sur ce early vote
Pas forcément lorsqu'on va regarder chiffre par chiffre, état par état, parce que c'est trop tôt, mais lorsque on rentre sur les fameux fondamentaux de ce early vote. Il y a deux choses qui les intéressent actuellement. Il y a plusieurs choses qui les intéressent, évidemment, mais il y a deux choses importantes qu'on peut partager ici qui intéressent. Ils vont évidemment chercher aussi la fréquence des nouveaux électeurs, tenter de déterminer, je vous parlais ce matin du Nevada, où vous avez près, par exemple, de 40%, 40% du vote qui arrive par correspondance au Nevada. Ce sont des gens qui ne sont ni démocrates ni républicains. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont voter pour Kamala Harris ou pour Donald Trump? Ça fait partie des questions qui, évidemment, intéressent la campagne. Mais il y a deux éléments qui se cachent derrière ces 19 millions 300 000 Américains qui ont voté, qui sont extrêmement clés pour la campagne. La première chose, c'est l'âge de ces électeurs-là. Et dans certains États, ces informations sont publiques. On voit le Colorado, Delaware, Géorgie, Iowa, Idaho, Michigan, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Virginie. Ce sont des données qui sont extrêmement importantes, qui leur permet de savoir quelle est la partie de la population qui a déjà allé voter, celle qu'il faut aller encore motiver pour aller voter. Et lorsqu'on regarde ces chiffres-là, du côté de la campagne de Kamala Harris, on est assez confiant. Certes, ce ne sont pas tous les États, mais lorsque vous commencez à avoir une tendance forte État par État et qu'on retrouve, c'est important. Pourquoi ? La force de l'électorat de Donald Trump se trouve aujourd'hui dans les 41-65 ans. Ça ne veut pas dire qu'il a 100% de cet électorat, mais c'est une partie qui est plutôt importante et favorable à Donald Trump. On voit que ça représente 35%. Par contre, on sait que dans les plus de 65 ans, en 2020, ils avaient voté démocrate, les plus de 65 ans. Donc c'est plutôt un électorat qui est favorable à Kamala Harris, qui est repoussé par l'extrémisme de Donald Trump. Et lorsque tout à l'heure, on vous parlait de ces fameux républicains qui sont rentrés en politique du côté républicain au moment de Ronald Reagan, ils sont dans ces catégories-là. Et donc, ce qu'on voit du côté des démocrates, c'est qu'il y a 50% des électeurs en avance, presque 47,8%, qui ont voté, qui sont plutôt favorables à Kamala Harris. Donc ça, c'est intéressant. Autre point intéressant, on se rend compte que les 18-25 ans, qui sont des électeurs qui principalement vont voter le jour de l'élection et qui sont en majorité des électeurs qui vont voter pour Kamala Harris, pour l'instant, ils n'apparaissent pas dans ces chiffres-là. Et c'est rassurant parce qu'on se dit, tiens, si tous nos catégories d'électeurs avaient voté maintenant et qu'on se retrouve avec la catégorie la plus favorable Donald Trump à 35, on pourrait s'inquiéter. Mais dans la réalité, on voit que les jeunes ne sont pas encore allés voter et que c'est un réservoir de voix extrêmement important. Et puis, il y a autre chose qui va être le cœur de cette campagne et qui va faire que l'élection va se jouer sur ce point-là. On parle souvent des difficultés de Kamala Harris avec certains hommes, les jeunes hommes noirs, les jeunes hommes blancs, les jeunes hommes hispaniques, et on ne parle jamais ou très rarement de l'énorme déficit de l'électorat de Donald Trump avec les femmes. C'est colossal, ça bat tous les records, et comme je vous l'ai dit, les femmes votent plus que les hommes. Les femmes votent plus que les hommes, surtout les femmes jeunes. Les femmes au-dessous de 29 ans, qui votent, pas qui sont inscrites, qui votent. Je crois qu'en 2020, ça représentait un écart avec les hommes du même âge, donc les hommes de 29 ans et moins, et les femmes de 29 ans et moins. Je pense que c'était un avantage de 40 points pour les femmes. Les femmes sont la partie de l'électorat qui vote le plus à l'élection. Et donc, ce qu'on va chercher aujourd'hui lorsqu'on est au cœur des campagnes, au-delà des informations qui sont publiques, ils vont mener leurs propres enquêtes sur le terrain, en interrogeant leurs électeurs, savoir s'ils sont allés voter ou pas, c'est la différence
entre les électeurs femmes et les électeurs hommes, avec cette idée en tête, plus il y a de femmes qui votent, plus la victoire de Kamala Harris devient une espèce de certitude, en tout cas qui met un optimisme au cœur de cette campagne, qui ne panique pas. Et donc on va voir justement, donc vous voyez, on a déjà moins d'États qui mettent en avant ce genre d'informations. On a le Colorado, on a la Géorgie, l'Idaho encore, le Michigan, la Caroline du Nord et la Virginie. Vous avez quand même 3 États clés, hein. Vous avez la Géorgie, vous avez le Michigan, vous avez la Caroline du Nord. Et lorsqu'on regarde ces chiffres, on se rend compte qu'il y a 10 points, c'est énorme, 10 points d'avance pour le vote des femmes, que les femmes actuellement, on parle du early vote, des 20 personnes, des 20 millions de personnes qui ont voté, on se rend compte que massivement, les femmes sont en train de voter et c'est plutôt un bon signe pour la campagne de Kamala Harris. Et c'est peut-être pour ça, ou c'est peut-être juste un lapsus, il s'en rend compte tout de suite parce que le public proteste, n'aime pas ça. Pour la première fois, et je vous dis, j'ai suivi à peu près tous les meetings de Donald Trump, pour la première fois, Donald Trump, hier, en Caroline du Nord, je vous ai expliqué pourquoi ce n'était pas bon signe pour lui qu'il était en Caroline du Nord, a parlé de sa victoire au conditionnel, en disant « si je gagne », alors que d'habitude, c'était toujours « je vais gagner ». Vous allez voir la réaction de ses fans qui détestent ça et comment il va tenter de s'en sortir immédiatement. Ce n'est peut-être qu'un lapsus, mais c'est peut-être aussi le signe de quelqu'un qui est au courant de la situation, qui sait qu'il est derrière et qu'il doit défendre la Caroline du Nord, il doit tenter d'être à l'offensive dans d'autres États, parce que contrairement à cette communication de on est en train de cartonner de partout, les informations que je vous ai partagées, et bien d'autres évidemment, sont partagées à Donald Trump, sont partagées au cœur de sa campagne. On écoute tout de suite Donald Trump. If we win this election, I always like to say I always like to say if, and people say, "Oh, please say when." But you know, we have to understand that bad things can happen, but we're not going to let it happen. We're never going to let it happen again. We're doing really well. We're leading. Donc voilà, il retombe immédiatement dans son premier réflexe de dire que s'il perd, c'est parce qu'on lui a volé l'élection, qu'il est en avance dans les sondages, hein. Donc vous voyez la corrélation des deux concepts. Je suis en avance dans les sondages, si je perds, on me vole l'élection. Mais pour la première fois, il dit « if ». Donc si je perds, et vous entendez tout de suite ces fans protestent « non, on va gagner l'élection, on va gagner l'élection ». Donc voilà, c'est peut-être qu'un lapsus, mais je voulais terminer sur ça. Voilà, donc on a la réponse à la question de cette émission qui était de savoir si Donald Trump est favori, je ne me rappelle plus le titre exact, ce qui était sondage, panique, campagne, Donald Trump est-il favori contre Kamala Harris? Donald Trump, au 22 octobre 2024, à 14 jours de l'élection, n'est pas favori contre Kamala Harris. L'élection n'est pas terminée, la campagne n'est pas terminée. Évidemment, le turnout, donc la participation va être clé. On va vivre 2 semaines extraordinaires, formidables. Et ces 2 semaines, on va les vivre ensemble.